L'équation d'état d'un gaz parfait était à l'origine une équation empirique, c'est-à-dire dérivée de l'expérience, mais il existe une théorie ou bien un modèle théorique qui permet de rendre compte de la loi des gaz parfaits, et ça s'appelle modèle cinétique ou bien théorie cinétique des gaz. Alors, dans cette théorie cinétique des gaz, on considère qu'un gaz, c'est un gaz parfait, parce que c'est un ensemble de molécules sans structure interne tout d'abord, et surtout sans interaction mutuelle. Et on suppose que ces molécules sont de taille qui sont bien inférieures à les distances moyennes entre les molécules, et que ces molécules sont animées de mouvements de translation uniformes dans des directions arbitraires. C'est un mouvement aléatoire qu'on appelle encore mouvement brownien, et ces mouvements de translation uniformes sont interrompus seulement par des collisions occasionnelles élastiques entre des molécules. Donc les molécules ne font que se rebondir l'une sur l'autre, mais sans vraie interaction mutuelle. C'est ça qui est caractéristique de ce modèle de gaz, et c'est comme ça va bien rendre compte de l'équation des gaz parfaits. On conclut donc qu'un gaz parfait est un gaz comme ça, c'est-à-dire un gaz au sein duquel les molécules sont sans interaction mutuelle. Et les propriétés de ce gaz-là découlent d'une distribution appelée distribution de vitesse. C'est la vitesse de translation des molécules de gaz dont il s'agit. Alors, cette distribution de vitesse, je la présente ici pour qu'un juste une composante de la vitesse de vol de molécules de gaz dans l'espace 3D, tridimensionnel. Donc, la vitesse de gaz de chaque molécule a trois composantes, Vx, Vy et Vz. Et si on prend une composante, par exemple la composante x, Vx, alors typiquement, la distribution de la vitesse le long de x, Vx, est représentée par une courbe en cloche, comme ça, en forme de cloche, et bien représentée par une formule mathématique qui est quelque chose comme ça, une exponentielle de la vitesse au carré, de moins la vitesse au carré fois une constante, et la distribution de vitesse Vx est donc une fonction gaussienne. Et si vous regardez, vous analysez attentivement cette exponentielle-là, vous voyez que c'est exponentielle de, alors vous avez la masse fois la vitesse au carré divisé par 2. Là, vous reconnaissez que c'est précisément l'énergie cinétique translationnelle dans la direction alpha. Alpha est égal à x, par exemple, n'est-ce pas? 1,5 mvx au carré, c'est l'énergie cinétique du mouvement de translation uniforme dans la direction des x. Et donc, cette exponentielle, c'est exponentielle de moins l'énergie cinétique de vol de translation, en d'autres termes, dans la direction des x, divisé par la constante de Boltzmann fois la température, fois kT. kT est appelée énergie thermique ramenée à une molécule ici. Et donc, vous avez le rapport entre l'énergie cinétique, 1,5 mv au carré, et l'énergie thermique à la température T, kT, et
la distribution de vitesse en x, c'est exponentielle de moins ce rapport-là. Et ça donne un profil en forme de cloche comme ça, qui est plus évasé, plus la température est élevée, et plus localisé au voisinage de Vx égale à 0, plus la température est faible. Voilà. Alors, cette distribution-là, là vous avez vu tout à l'heure, c'est la distribution pour une composante de la vitesse de vol des molécules de gaz, donc vitesse de translation de molécules de gaz dans l'espace 3D, et là c'est pour une composante seulement, mais pour chaque composante vous avez la même chose. Donc pour Vx, vous avez une distribution FVF de Vx donnée par exponentielle de moins 1,5 mvx au carré divisé par kt fois un facteur qui est appelé facteur de normalisation qui dépend de la température aussi. Alors, en 3D, vous avez une distribution de la vitesse vectorielle, vecteur vitesse V là, qui est donnée par le produit des distributions de la composante X, la composante Y et de la composante VY de VZ, de la vitesse de translation de molécules de gaz. Ce qui fait que en 3D, vous avez une distribution comme ceci, exponentielle de moins m fois la longueur du vecteur vitesse au carré, qui est donnée par la somme de ces trois carrés des trois composantes Vx, Vy, Vz. D'accord? Donc, m fois la longueur du vecteur vitesse au carré, divisé par 2, c'est précisément l'énergie cinétique du mouvement de translation de la molécule dans l'espace sans accélération et dans l'espace 3D, ça, hein, avec ces trois composantes et cette énergie cinétique de translation est comparée là avec l'énergie thermique KT quand on prend le rapport de ça avec KT et que l'on met dans cette exponentielle là pour donner une distribution gaussienne. Alors, imaginons maintenant qu'on a une surface plongée au sein du gaz pour sonder les collisions, les impacts moléculaires qui donnent lieu à une force sur la surface qui correspond précisément à la pression du gaz. Alors, ces genres de considérations nous permettent de calculer tout d'abord le bilan au niveau de la quantité de mouvement quand une molécule de masse petit m animée d'une vitesse de vol qui l'amène dans cette direction-là vers la surface et après la molécule rebondit sur la surface dans cette direction-là et c'est une collision élastique donc qui fait que la composante de la vitesse ou bien de la quantité de mouvement, de vol, de translation de molécules vers cette surface-là va tout simplement changer de signe au cours de la collision. Alors, ce qui fait que la variation de la quantité de mouvement, on va désigner Px, la quantité de mouvement de la molécule dans la direction X. Je vous rappelle que la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse avec la vitesse. Ça c'est un concept de mécanique classique que j'espère vous rappeliez encore. Mais sinon, voilà, c'est ça la définition d'une quantité de mouvement.
On est en train de considérer ici la variation de la quantité de mouvement de la particule, de la molécule, quand elle rebondit sur la surface. Donc, avant collision, la quantité de mouvement vaut mvx. Après collision, comme le parcours de la particule, de la molécule, dans ce rebondissement est inversé, donc la vitesse Vx de la molécule change de signe, est inversée, donc la nouvelle quantité de mouvement c'est moins mvx. On prend la quantité de mouvement initiale de la molécule moins la quantité de mouvement finale de la molécule. Normalement, on doit prendre plutôt quantité de mouvement finale moins la quantité de mouvement initiale de la molécule. Mais ici, on est en train de faire ça parce que ça, c'est plutôt la variation de la quantité de mouvement de la surface qui doit exactement compenser la variation de la quantité de mouvement de la particule. La variation de la quantité de mouvement de la particule, c'est moins mvx, qui est la valeur finale de cette quantité de mouvement, moins la valeur initiale, qui est mvx. En d'autres termes, c'est le négatif de ceci. N'est-ce pas? Or, on veut plutôt la variation de la quantité de mouvement de la surface, qui est moins la variation de la quantité de mouvement de la molécule qui tombe sur la surface là. Donc par conséquent, la quantité qu'on est en train de considérer ici, c'est en plein cette quantité qu'il faut dans les considérations de force d'impact ressenti par la surface lors de ces collisions des molécules sur la surface. Donc, pour chaque molécule tombant sur la surface, on aurait un échange de quantité de mouvement entre la molécule et la surface qui fait que la quantité de mouvement de la surface aurait varié par cette quantité qui est égale à 2 mvx, non, après tout calcul là. Alors, maintenant, pour calculer la variation totale de la quantité de mouvement de la surface par unité de temps, qui est exactement la force ressentie par la surface lors de ces collisions par unité de temps, il nous faudrait multiplier cette quantité-là, delta px, qui est la quantité de mouvement échangée par une molécule avec la surface, ce qui fait varier d'autant la quantité de mouvement de la surface. Et ça, c'est pour une seule collision. Alors, pour obtenir cette quantité de mouvement, cette variation de la quantité de mouvement de la surface totale due à toutes les molécules qu'on peut avoir par unité de temps, par seconde, eh bien, il faut calculer le nombre de molécules qui peut entrer en collision avec la surface par unité de temps. Alors, ce calcul se fait de la façon suivante, par les considérations suivantes. Là, on reprend la surface a une aire qui vaut 1 exprimé en, par exemple, centimètres carrés ou mètres carrés, peu importe. Là, mais c'est une aire, n'est-ce pas, qui se présente aux molécules, hein, comme ça. Et ce sont des molécules, c'est la vitesse Vx hein, qui importe là. Donc ce sont des molécules qui sont en voie d'arriver sur la surface dans le laps de temps de 1 seconde.
qu'il importe de calculer. Alors supposons que ces molécules sont animées de la même vitesse Vx. Là, présentement, la vitesse, on l'imagine prendre une valeur fixée, et on va tout à l'heure devoir tenir compte du fait que ce n'est pas fixé, que c'est distribué plutôt selon la distribution de vitesse que je vous avais montré tout à l'heure, mais pour là, c'est une valeur de la fixée de la vitesse Vx là, et la direction X définit précisément la direction dans laquelle on veut considérer des molécules pouvant entrer en collision avec cette surface-là par unité de temps. Alors, par unité de temps, si une molécule est animée de la vitesse Vx, elle aurait parcouru une distance égale à ceci, où delta t est égal à 1 seconde. Ça représente une unité de temps, ça. Alors, donc, ça représente le parcours total d'une molécule animée de la vitesse Vx. C'est une distance, ça. Si on prend cette distance avec l'air, on multiplie cette distance avec cette terre-là, n'est-ce pas que ça définit le volume de ce cylindre, cette portion de cylindre définie par cette surface-là et cette longueur-là. Ce volume en vert. Là maintenant, on peut voir que si une molécule se trouve ici, se trouvait ici, eh bien, après 1 seconde, elle serait rendue là. Elle ne serait pas encore rendue à la surface. Donc cette molécule qui se trouve là, à l'extérieur de ce volume-là, définie par la longueur Vx delta t, où delta t est égal à 1 seconde, et cette air-là, cette molécule à l'extérieur de ce volume, dans ce temps delta t, dans ce laps de temps delta t, n'arriverait pas à la surface. Donc, elle aurait manqué la surface, là, dans ce temps-là. Par contre, une molécule comme celle-ci, qui se trouve à l'intérieur de ce volume, va sûrement entrer en collision avec la surface dans le laps de temps qu'on lui donne là, qui est 1 seconde. Alors donc, le nombre de molécules pouvant entrer en collision par unité de temps avec cette surface-là, ce serait tout simplement le nombre total de molécules qui se trouvent dans ce volume-là. Alors, une des hypothèses de la théorie, du modèle plutôt, de gaz que je vous avais montré tout à l'heure est que ces molécules sont distribuées uniformément dans l'espace. Ça veut dire que la densité de gaz est partout la même, et c'est égal au nombre de moles de gaz divisé par le volume total du contenant dans lequel se trouvait le gaz là. C'est une densité fixée. Ce nombre de moles, c'est petit n, le nombre de molécules totales dans le volume V, grand V là, du contenant, par exemple un ballon, où se trouve le gaz, c'est donné par petit n fois le nombre d'Avogadro, ça c'est le nombre d'Avogadro, divisé par le volume. Ça c'est la densité uniforme de gaz partout dans l'espace du ballon, du contenant. Alors, on prend cette densité, on multiplie ça avec le volume Vx fois
l'air A, qui est appelé ici sigma, V fois grand A, ou bien V fois sigma, Vx fois sigma, c'est le volume de cette région en vert, là, définie par la surface utilisée pour intercepter le gaz en vol dans cette direction, et cette longueur-là, définie par Vx, longueur que peut parcourir une molécule animée d'une vitesse Vx par unité de temps, ou bien dans le laps de temps delta t si vous voulez. Alors, avec delta t égale 1 seconde, c'est tout simplement Vx fois l'air que j'appelle moi sigma. Alors on prend ce volume, on multiplie ce volume par la densité de gaz uniforme partout, qui est égale à ceci, n'est-ce pas? Nombre de moles de gaz, le petit n dans la loi des gaz parfaits, là précisément. Le nombre d'Avogadro est divisé par le volume, le même volume que l'on trouve dans PV égale nRT. Alors, ça, c'est donc le nombre total de collisions par unité de temps par seconde qui peuvent entrer en collision avec la surface dans ce laps de temps-là. Et chaque collision va transférer à la surface cette quantité de mouvement-là. Alors, avec ça, donc, on peut calculer maintenant la force agissant par les molécules tombant sur la surface, ou bien la force ressentie par la surface à cause de toutes ces collisions-là. Cette force est évidemment égale à la pression fois l'air sigma. Eh bien, cette force, c'est donné par, voilà, laissez-moi reprendre ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ça, c'est la densité et le volume Vx fois sigma fois 2 fois mvx, ça fait 2 mvx au carré fois sigma fois la densité. Laissez-moi aller la diapositive suivante, ça fait donc 2 mvx au carré fois sigma fois la densité qui est n fois le nombre d'Avogadro divisé par le volume. On a Vx au carré parce que on a un Vx ici et dans cette quantité de mouvement échangée par les molécules tombant sur la surface. Et un autre Vx qui se trouve dans la définition de ce volume de collision. Vx fois Vx, ça fait Vx au carré, fois 2m, fois sigma, et fois la densité. Donc c'est exactement ça que l'on a. Vx au carré, fois 2m, fois sigma, fois la densité, qui est ça. La différence maintenant est que là, tout à l'heure, on avait considéré une valeur fixée de la vitesse dans la direction des x. Et on avait dit tout à l'heure que les molécules ont une vitesse dont la valeur n'est pas fixée, n'est-ce pas? C'est distribué selon une loi de distribution gaussienne. Donc, il faut prendre la moyenne de ce Vx au carré sur cette distribution de vitesse. Mais en prenant cette moyenne de Vx au carré sur la distribution de vitesse, on aurait tenu compte des molécules pour un Vx donné qui vont dans cette direction, qui est la bonne direction, qui est la direction vers la surface, et les molécules qui vont dans la direction opposée aussi, qui ne devraient pas être comptées. Alors pour corriger ça, il suffit tout simplement
de diviser toute cette expression-là par 1,5. Voilà, c'est écrit ici parce qu'on voulait des Vx positives seulement. Voilà. Et on trouve donc que la force exercée par les molécules tombant sur la surface est égale à ceci. Pourquoi est-ce que la force est égale à la variation de la quantité de mouvement par unité de temps? Eh bien, ça c'est à cause de la loi de Newton qui dit que la force est égale à la masse fois l'accélération, ma. Mais l'accélération, c'est quoi? L'accélération, c'est la variation de la vitesse par unité de temps. Maintenant, m fois la vitesse, c'est la quantité de mouvement. Et m ne dépend pas du temps. Donc, la variation de la vitesse par unité de temps fois m, c'est la même chose que la variation de la quantité de mouvement par unité de temps. Et c'est pour ça qu'on avait fait ces considérations de variation de quantité de mouvement sur la surface, ou plutôt de la surface, due à ces impacts moléculaires par unité de temps, en tenant compte de toutes les collisions pouvant transférer à la surface cette quantité de mouvement par unité de temps. Et ça donne la variation totale de la quantité de mouvement de la surface par unité de temps, qui, par la loi de Newton, est précisément la force. Alors, ce double crochet représente la moyenne sur la distribution de vitesse. Ce facteur 1,5 est pour corriger le fait qu'avec cette moyenne comme ça, on serait en train de considérer les molécules pouvant aller dans n'importe quelle direction, pas juste dans la direction de la surface, mais ça peut être aussi dans la direction opposée. Donc on doit diviser par ça. Voilà. Alors maintenant, cette force-là, d'autre part, est aussi égale à la pression fois l'air, logiquement. Vous voyez que l'air va se simplifier, on va le faire tantôt, mais avant de le faire, on aurait besoin tout d'abord de connaître, de savoir comment exprimer cette moyenne sur la distribution de vitesse. Vous avez vu tout à l'heure la forme de la distribution de vitesse pour que une composante Vx, c'est une gaussienne, une belle gaussienne en Vx, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que cette composante au carré se moyennerait sur ce genre de distribution de vitesse? Eh bien, on montre que Vx au carré, la valeur moyenne de Vx au carré, est tout simplement égale à kt sur m. Donc 3 fois cette moyenne, la Vx au carré, ça représente Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Chaque composante, ça donne le même résultat dans la moyenne. Ça. Et ça fait 3 kt sur m. On avait pris la racine carrée ici parce que ça définit ce qu'on appelle la vitesse quadratique moyenne. Ça a les dimensions d'une vitesse, ça. Mètres par seconde. Tandis que Vx au carré, évidemment, ce n'est pas du mètre par seconde, c'est mètre carré, mètre par seconde au carré, mètre carré divisé par seconde au carré, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est la racine carrée de Vx au carré compté 3 fois. À partir de là, en prenant le carré, on obtient 3Vx au carré égale à 3 kt sur m, où k indice B, c'est la constante de Boltzmann. Alors, on simplifie le facteur 3 de part et d'autre, on obtient que la vitesse Vx au carré moyenne sur la distribution
de vitesse est égal à kT divisé par m. Alors, ce qui fait que, voilà, cette vitesse moyenne ici, je m'excuse, la vitesse au carré, Vx au carré, moyennée sur la distribution de vitesse est donc égale à kT sur m. On la verra, on peut la remplacer donc par ça, kT sur m. Et maintenant, on voit que ça se réduit à ceci, parce que petit m ici se trouve simplifié avec le petit m qui apparaît là. N0, qui est le nombre d'Avogadro, fois la constante de Boltzmann. Ce n'est rien d'autre que la constante des gaz parfaits. Petit m se simplifie là, et il reste n fois N0K qui est R, ça fait NR, T reste là, divisé par V, voilà, et fois sigma. Et sigma apparaît de part et d'autre, on peut donc le simplifier, cette R-là, et finalement on obtient la loi des gaz parfaits. Vous voyez donc qu'à travers ces considérations, la loi des gaz parfaits se trouve être démontrée, et cette démonstration montre que la loi des gaz parfaits découle strictement des considérations de collision moléculaire en mouvement de translation uniforme dans le gaz sur la surface. Ces molécules-là ne sont pas du tout accélérées. Elles sont simplement animées d'un mouvement de translation uniforme, donc non accéléré. Elles ne se sentent pas, il n'y a pas d'interaction mutuelle. Et ce n'est que dans ces conditions-là que on obtient la loi des gaz parfaits, qui est ici démontrée théoriquement à partir de ces considérations-là. Donc, le message que je veux que vous reteniez là est que pour démontrer cette loi des gaz parfaits par ces considérations-là, ça prend l'hypothèse que les molécules de gaz sont sans interaction mutuelle. Elles n'interagissent pas entre elles, elles ne se voient pas. Chacune d'entre elles est animée d'un mouvement de translation uniforme, c'est-à-dire sans accélération aucune, pas aucune force. Et les seules forces qu'on peut avoir, c'est des forces dues aux collisions occasionnelles de ces molécules, soit par la paroi du contenant ou bien entre elles. Mais sinon, ces molécules ne se sentent pas et ne sont pas du tout accélérées dans leur mouvement de translation-là. Et ça, c'est le propre des gaz parfaits, de ce qu'on appelle les gaz parfaits. C'est une idéalisation, bien entendu, et cette idéalisation est exacte seulement dans la limite où la pression du gaz est très très faible, tendant vers zéro. Voilà, donc c'est une loi limite, disons. Mais il se trouve que dans la plupart des cas, comme dans les exemples, les calculs que l'on va faire tout au long du cours, que ça soit en thermodynamique ou même en cinétique, et même à la température ambiante, et dans des conditions de pression presque atmosphériques, les gaz se comportent quand même d'une façon proche du comportement des gaz parfaits, même si, en fait, elles sont en interaction. Alors, tant et autant que l'on considère des gaz parfaits, un mélange de deux gaz parfaits, A et B,
peut être analysé en considérant séparément l'impact des molécules de chaque espèce sur la même surface. Les molécules A, animées d'une vitesse Vx tombant sur la surface, auraient donné une pression PA, et cette pression partielle PA est donnée par exactement les mêmes considérations par la loi des gaz parfaits. Na fois RT sur V où Na, c'est évidemment le nombre de moles de A au sein du gaz. Les molécules Bl, animées d'une vitesse Vx, distribuées selon la loi de Maxwell-Boltzmann, selon la distribution de vitesse qu'on avait vu au début de cette partie-là. Hein. Alors, une molécule B animée d'une vitesse Vx tombant sur la surface et échangeant de la quantité de mouvement avec cette surface, en tenant compte de toutes les molécules qui peuvent entrer en collision avec cette surface par unité de temps des molécules B, là je veux dire, et par le même raisonnement que tout à l'heure, on aurait obtenu que la force exercée par ces molécules B sur la surface, en d'autres termes la pression appelée pression partielle de B, P indice B, serait donnée par la même formule. C'est juste le nombre de moles qui diffère. Ça fait NB fois RT divisé par V. Et par la loi de Dalton, qui dit que la pression totale est égale à la somme des pressions partielles P1 et PB, on trouve que la pression totale obéirait aussi à la loi des gaz parfaits. Donc, le gaz en entier, le mélange, est un gaz parfait. Chaque gaz pris séparément est un gaz parfait. Et la pression totale du mélange est égale à la somme des pressions partielles. Chaque pression partielle est celle d'un gaz parfait. Plus tard, vous allez voir que la loi de Dalton continue à s'appliquer pour des gaz réels, donc P est égal toujours à PA plus PB, sauf que pour les gaz réels, PA n'est pas donné par la loi des gaz parfaits, ni PB. On va voir tout ça plus tard. Parce que, pour bien voir ça, il nous fallait tout d'abord voir un peu ce qui se passerait si on a des interactions entre des molécules.